Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Potier, coordinatrice de l'association Étincelle de la Sambre. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous, merci de m'avoir invitée. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vais passer la parole à Virginie. Merci. Madame. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous parler, un peu nous présenter l'association Étincelle de la Sambre ? Alors, l'association Étincelle de la Sambre, ce n'est pas qu'une association. Elle porte le dispositif d'État qui s'appelle ERC, Espace Ressources Cancer, donc qui est toujours porté par une association, en l'occurrence une association de patients. Et donc, c'est une association qui s'est créée il y a une vingtaine d'années pour accompagner les personnes malades et leurs proches pendant tout le temps de la maladie. Et vous êtes situé sur Maubeuge, c'est ça ? Alors oui, on est situé sur Maubeuge, mais on est présent sur tout le territoire de santé, de Lequesnois à Anor. Donc ça fait un très grand territoire à couvrir, mais on est de plus en plus connus et c'est une bonne chose pour les patients. Alors du coup, l'association met en place plusieurs ateliers. C'est tout à fait ça. Donc des ateliers qu'on appelle des ateliers de soins de support. Donc des soins de support sont des soins non médicalisés, non médicamenteux, à visée thérapeutique, qui tournent surtout autour du bien-être et autour de l'accompagnement. Donc on a de l'accompagnement physique, psychologique, diététique, social. Et après, on a des ateliers de bien-être, massage assis, massage crânien, yoga, sophrologie, socio-esthétique. Et on a un atelier qui vient depuis 2 ans de se continuer. C'est un atelier qui s'appelle Confiance vers l'emploi, pour aider les patients qui se sentent capables de reprendre le travail, de reprendre confiance en elles. Et vous êtes en lien, l'association est en lien avec le monde médical ? Oui, tout à fait. On a à peu près 40% des personnes qui viennent à l'association qui sont orientées par des professionnels de santé ou du sanitaire et social. Donc en fait, votre but, c'est de faire le lien entre le monde médical et le patient, afin qu'il puisse retrouver une vie sociale, en fait. C'est ça. En fait, l'intérêt de ces soins de support, c'est de pouvoir diminuer les effets secondaires des traitements, pouvoir avoir un répit sur la maladie, trouver des professionnels à qui ils peuvent se confier et déposer leurs états d'âme et enfin se reconstruire. Et est-ce que combien il y a de bénévoles dans l'association ? Il y a à peu près une quinzaine de bénévoles. Souvent, la grande majorité, ce sont des anciens patients qui ont été bien accompagnés chez nous et qui veulent, la situation. Qui veulent à leur tour faire quelque chose pour nous. D'accord. Et vous, avec ces bénévoles, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous êtes formés pour accompagner les malades ? Oui, alors déjà moi je suis formatrice à la base dans l'accompagnement social et professionnel. Donc cette expérience-là m'a beaucoup aidée pour pouvoir accompagner les personnes malades. Et régulièrement, on a les formations de la Ligue contre le cancer ou l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui organise avec par exemple les réseaux, le réseau Onco, des formations pour qu'on soit tout de suite toujours à la pointe des nouveaux traitements, connaître les nouveaux traitements, les nouvelles possibilités d'aider les patients. Et vous aidez les patients, mais pas que, vous accompagnez également les familles. Voilà. Quelle approche avez-vous avec les familles ? Est-ce que comment réagissent-elles face à cette situation en fait ? Alors effectivement, souvent les personnes viennent pour la première fois accompagnées, parce que le plus dur en fait, je pense, c'est de pousser la porte de l'association et de se dire voilà, si je pousse la porte, c'est vraiment que j'ai un cancer et c'est vraiment que j'en ai besoin. Et donc c'est quelque chose de très compliqué pour eux. Et une fois qu'ils ont passé le pas, une fois qu'ils ont été accompagnés,
Ils voient que c'est un endroit chaleureux, convivial, où ils sont écoutés et ils sont soutenus. Parce que quelquefois les personnes, effectivement, elles sont bien entourées, mais elles peuvent pas forcément dire toujours à leurs conjoints ou leurs enfants leurs états d'âme, parce qu'elles voient que forcément elles souffrent aussi. Donc souvent elles veulent les épargner. Donc le premier entretien, c'est un entretien qu'on fait à 2, et après les personnes reviennent et souvent on a un deuxième entretien où là ils se lâchent. Une personne qui pousse les portes de l'association, en moyenne, elle reste combien de temps chez vous ? Alors, on voudrait bien les garder autant de temps qu'on veut. Malheureusement, il y a une règle quand même, c'est 1 an renouvelable une fois. Mais moi, quand je vois qu'au bout de 2 ans, la personne n'est toujours pas bien, on va pas la mettre dehors, mais ça reste quand même à la marge. Donc, moi, je dirais les personnes restent tout le temps qu'elles ont besoin de nous. D'accord. Alors du coup, au-delà de tous ces ateliers, vous avez également pour mission d'aller vous faire connaître à l'extérieur sur des événements. Il y en a eu un qui a eu lieu d'ailleurs en début de mois. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'aller vous voir. Donc effectivement, notre mission ne serait pas complète si on ne prenait que les personnes déjà atteintes de cancer en charge. On a aussi une mission de prévention. Et donc forcément, lors de temps forts, Octobre Rose, Mars Bleu, etc., on est en plein dans Octobre Rose. Et donc le message, effectivement, c'est toujours faire de la prévention, l'autopalpation, faire ses mammographies. Nous, cette année, on a voulu rendre la chose un peu plus ludique, un peu plus joyeuse et festive. Et on a organisé avec les patientes qui le souhaitaient un défilé de mode. Et donc, au début, les personnes ne voulaient pas. Après, on a travaillé le sujet. On a dit que fallait trouver une motivation de le faire. Donc, pour certaines, c'était, comme les autres bénévoles, c'était nous rendre, de faire quelque chose pour nous. Il y en a d'autres, c'était un défi qu'elles se fixaient. Par exemple, pour mettre des robes ou se maquiller. Et il y en a d'autres, c'était pour passer le message de la prévention, comme quoi il y avait une vie après le cancer. Et franchement, c'était un moment et rien que d'en parler, j'ai les poils. Isabelle. Ouais. Et au premier passage qu'elles ont fait avec les tenues, maquillées, coiffées, pour certaines, je les avais même pas reconnues. Tout de suite après, dans mon esprit, je les ai revues quand elles sont arrivées. Et là, je me suis dit, que de chemin parcouru, que de reprise de confiance en soi, que d'estime de soi travaillée. Et là, franchement, ça m'a mis du baume au cœur et je me dis, on sert quand même à quelque chose. Vous accompagnez les malades de tout type de cancer, c'est oui. ça. Est-ce qu'on peut rappeler les différents dépistages qu'on peut faire ? Oui. En prévention. Alors, dans le cadre de dépistage organisé, donc c'est-à-dire par rapport à une tranche d'âge effective et pas par rapport aux critères de santé individuels. Donc, on peut faire du coup le frottis. Donc, c'est à partir de 25 ans et jusqu'à 60 ans, je pense. Donc, un frottis, on peut le demander à son médecin, à sa gynécologue, ou si on n'a pas de gynécologue, on peut tout à fait demander à la sage-femme qui le fait. Ensuite, il y a la mammographie, donc pour les femmes entre 50 et 74 ans. Donc, elles reçoivent une invitation du CRCDC à la maison et elles ont une liste d'endroits ou de structures où elles peuvent prendre rendez-vous. Donc, ce qui est important pour faire sa mammographie, c'est pas une mammographie lambda, c'est que avec le dépistage organisé, il y a une deuxième lecture qui est envoyée sur l'île, et donc il y a 2 fois plus de suivi ou de vérification, et ça c'est important pour les femmes. Et le troisième dépistage organisé, c'est pour le cancer colorectal.
Et c'est pareil, c'est la même tranche d'âge, 50-74 ans. Et donc là, c'est une invitation à aller chercher son enveloppe chez son médecin, ou on peut l'avoir aussi à la pharmacie, de faire c'est un test immunologique. Et donc, effectivement, c'est pas très ragoûtant, mais ça sauve des vies. Donc, j'allais dire, il y a bien pire que ça dans la vie que de faire un prélèvement de sel soi-même. Donc, bon, il faut pas avoir peur. Et le dépistage, on ne le dira jamais assez. Un cancer pris précocement, c'est un cancer qui a beaucoup plus de chances d'être soignable avec des méthodes moins invasives possibles et avec de moins en moins de séquelles. Donc, il faut pas hésiter à faire ces dépistages. Vous accompagnez les patients. Est-ce que des patients, des gens malades, sont seuls dans cette épreuve ? Certains ou certaines ? J'allais dire, c'est au moins un tiers des personnes qui sont seules. Alors, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que la majorité des patients qui viennent, ce sont des femmes. 80% des personnes qui viennent à l'association sont des femmes. Les hommes ne franchissent pas la porte. C'est encore, ça commence à venir avec la nouvelle génération, malheureusement, d'hommes à partir de 50 ans qui ont des cancers. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à l'association. Quand je suis arrivée, il y en avait 2. Et je pense que les mentalités évoluent parce que maintenant, les hommes s'autorisent à pleurer. Les hommes s'autorisent à aller voir un psy, les hommes s'autorisent à faire des soins de peau. Donc, je pense que la mentalité est en train d'évoluer. Et c'est pour un mieux parce que des études ont été faites aux États-Unis sur les soins de support. Eux, ça fait plus de 30 ou 40 ans qu'ils le font. Et ça a une incidence directe sur le moindre taux de récidive et sur une qualité de vie préservée. Mais c'est vrai que si on vient vous voir et qu'on parle, qu'on a une épaule sur laquelle s'appuyer, il y a déjà le moral qui est là. Et Moi, je dirais, alors bien sûr, c'est pas statistique, mais moi, je dirais que ça fait 50% du résultat. Parce que quelqu'un qui n'a pas le moral, du coup, il ne suit pas forcément ses traitements, il en a plus vite marre. Et le fait d'être accompagné, même si on a des conjoints super, c'est quand même un plus. Parce que pendant tout le temps des traitements, ce sont des personnes qui ne peuvent pas retravailler et qui ne souhaitent quelquefois pas retravailler dans le même domaine parce que quelquefois le stress est imputable aussi au cancer qui les frappe. Donc c'est une période compliquée et le fait de pouvoir voir des personnes dans le même cas qu'elles. Et il ne faut pas croire, on en a encore discuté tout à l'heure avec les patients qui disaient mais des gens ne veulent pas venir en disant oui, je vais être entourée de malades et on va parler que de maladies. Et c'est tout l'inverse qui se passe en fait. Les gens viennent pour justement parler d'autres choses, pour rencontrer des gens, c'est une bulle de décompression que de venir à l'association. C'est un sas de transition entre le monde médical et le monde... la société dans laquelle on vit. Alors je me souviens, il y a quelques années, je suis venue pour l'écriture d'une pièce de théâtre. J'avais rencontré quelques dames et c'est vrai qu'il y en avait qui étaient en rémission. Il y en avait aussi qui étaient en phase terminale. Et du coup, c'est des dames qui ont une pêche quand même, celle qui était en phase terminale avait plus le moral que les autres et essayait de remonter le moral aux autres dames qui étaient là, qui étaient en rémission. Donc c'est vrai que c'est vraiment un lieu d'échange où on se sort un peu de ce quotidien. Quand on est chez soi, on a tendance à ruminer ce qui se passe et c'est pas toujours... Moi, je voulais revenir un peu sur les accompagnants. Parce que c'est important aussi finalement. Est-ce que y a des gens qui poussent les portes de l'association, qui ne sont pas malades, mais des conjoints ou des parents qui ont besoin de discuter aussi Oui, tout à fait. Malheureusement, il y a des gens, ces concerts foudroyants
Donc, ils peuvent plus rien faire. Enfin, ils sont en soins palliatifs, etc. Et le conjoint se sent vraiment mal parce que il se sent dépossédé aussi de son conjoint parce que mise en soins palliatifs, parce que pas de possibilité de le faire à la maison, parce que la personne travaille encore. Enfin, c'est un cap très difficile pour eux. Et nous, depuis le début, de toute façon, à la fois l'association et le dispositif, on prend en charge les conjoints parce qu'on dit toujours qu'un proche aidant sera beaucoup plus aidant s'il est aidé. Donc c'est important de prendre en charge que ce soit le conjoint, l'enfant. Ouais. Vous avez vraiment du mérite parce que c'est un métier qui doit vraiment pas être évident d'avoir comme ça des gens qui malheureusement sont vraiment pas bien, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Le milieu professionnel qui vous entoure, vous parliez tout à l'heure de la liste longue d'activités qui étaient proposées dans l'association. C'est fort fréquenté, enfin c'est des animations où vous dites ah bah non là stop, il y a plus de place, on est complet, les gens doivent s'inscrire, enfin comment ça fonctionne Alors j'allais dire par rapport à la fréquentation, c'est vraiment cyclique. Là, on est en plein octobre rose, donc on parle beaucoup de nous, donc il y a beaucoup de gens qui viennent ou reviennent, et donc effectivement là c'est un peu compliqué les ateliers. Et sinon, déjà, l'année dernière, bon, je ne sais plus les chiffres là aujourd'hui, mais l'année dernière, on a accompagné 250 patients. Donc l'accompagnement, il dure sur 2 ans, donc ce n'est pas que sur une année. Sur les 2 ans, on a eu 250 patients. Ça paraît rien comme ça, mais effectivement, c'est quand même... mais la majorité ne viennent pas forcément à tous les soins de support ou comme ils sont encore en traitement, ils se sont inscrits, ils viennent quand ils peuvent, quand ils sont bien, quand ils sont pas trop fatigués. Mais oui, la fréquentation, franchement, ça dépend. Il y a des fois, on refuse des gens et il y a des fois, on court après les gens. C'est cyclique. Vous avez des partenaires ? Oui, heureusement, parce que c'est compliqué de faire ça d'une seule voix. Donc, on est partenaire forcément avec nos financeurs, donc l'Agence régionale de santé, le Conseil régional, la Ligue contre le cancer qui nous finance, l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, la mairie de Maubeuge qui nous soutient depuis le début. Et après, on a des mécènes, on a les clubs services. Et dans le milieu médical, on a de plus en plus de pharmacies qui nous envoient des gens. On a la CPTS qui nous envoie des gens. Alors, les médecins traitants, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu, j'allais dire, le maillon faible de l'orientation parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses aussi à penser. Et donc, on envoie, par exemple, nos planifications au centre Oscar Lambré. Aux Dentelières à Valenciennes, parce qu'il y a aussi des gens qui font leur traitement par ici, parce que Maubeuge, ils ne font pas toutes les spécialités. Et on fait par exemple une permanence au centre Gré, donc c'est le centre de référence de radiothérapie de Maubeuge. Et donc où on est là avec aussi 2 professionnels de chez nous, une psychologue et un assistant social, enfin un intervenant social, qui prennent en charge les patients sur place. Vous êtes bien entouré. Oui, heureusement. Vous disiez que vous faisiez des ateliers, les personnes, les femmes, donc elles se maquillent, elles mettent des robes. Est-ce que tout ce matériel-là, ce sont des dons ou est-ce que vous avez besoin justement de dons, de choses pour vos ateliers ? Oui, on n'est jamais... on manque toujours parce qu'on a toujours plein de projets et c'est des projets effectivement qui coûtent un peu d'argent. Donc effectivement, on voudrait faire plein de choses. On voudrait pouvoir continuer des ateliers comme le coaching de vie, comme l'art-thérapie qu'on a dû arrêter parce que le financement, c'était sponsorisé 1 an et c'est tout. Donc effectivement, tous les ans, on est en quête
de partenaires financiers, de mécènes, de dons, parce que il y a des dons où il y a des choses qui ne sont pas pérennes. Donc effectivement, pour continuer l'offre de soins complète et de tout ce qu'on voudrait faire, il nous manque toujours de l'argent. Donc on peut passer un message. Tout à fait. Virginie, tu as autre chose à rajouter ? Oui, alors hormis ce défilé qui a eu lieu là en début de mois, je me doute qu'avec Octobre Rose, t'es overbooké. Quelles sont les prochaines manifestations là, sur lesquelles on peut retrouver Étincelle de la Sambre ? Il y a plein de choses. Il y a une journée sur l'autopalpation à la maison de santé de Glageon. Je vais faire un atelier aussi dans une pharmacie, je crois à Ferrières. J'ai des ateliers nutrition, autopalpation pour le CCAS de Gemont. Enfin voilà, on chôme pas. Isabelle, merci pour votre engagement. Bonne continuation. Merci à vous. Et puis voilà, on espère longue vie à l'association et on demande aux gens également si vous avez besoin de faire appel à vous. Vous avez un Facebook ? Oui, on a une page Facebook, on a un site internet. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez mettre nos coordonnées sur les... Oui, je pense qu'on va s'en occuper, on mettra le lien vers le réseau social. Super, merci beaucoup Isabelle. Avant de clôturer l'émission, une petite annonce. L'association Phoenix Wrestling Era, association de catch qu'on a déjà reçue ici, dans les agitateurs, disputera un match de catch le 26 octobre, salle Michel Bernard à Aspres à 20h30. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Retour du réveil en rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.